voilà, il y a eu plein d'études qui ont été faites. Et effectivement, bah, voilà, il y a des chiffres qui sont quand même intéressants à connaître, qui peuvent faire un petit peu, une prise de conscience aussi, qui permettent de se situer par rapport à son propre usage de ces fameux écrans. Ensuite, bien sûr, bah, on a sélectionné 5 conseils qu'on pense très concrets, très actionnables, à vous proposer aujourd'hui dans lesquels vous pourrez, piocher, voilà, pour votre, quotidien dès aujourd'hui. Et puis ce fameux temps de, questions, réponses, d'échanges, partage d'expériences, pourquoi pas. Voilà, ça sera, très ouvert pour, la fin de cette heure que nous allons passer ensemble. Alors, en ce qui me concerne, eh bien, je m'appelle, Marina Scherer. Moi, je suis, INSA Lyon, Génie civil et urbanisme 2004. Donc, j'ai réalisé, bah, que ça faisait 20 ans. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai, travaillé, pendant plus de 15 ans dans l'ingénierie, du transport ferré, donc principalement urbain, c'est-à-dire, derrière se cachent des tramways et des métros. Donc j'ai œuvré, dans plein de projets, un peu partout, en France et dans le monde. Je suis aussi maman de 3 enfants qui ont aujourd'hui, 7, bientôt 11 et bientôt 13 ans. Donc ça aussi, ça occupe pas mal, les journées. Et puis en parallèle, au fond de tout ça, je suis quelqu'un qui a toujours été assez sensible aux enjeux climatiques et écologiques et au-delà de ça aussi un peu à se dire: «Mais c'est le monde est un petit peu absurde quand même, le monde d'aujourd'hui par, beaucoup de côtés et comment ça se fait et pourquoi et comment on pourrait réussir à vivre dans un monde aussi un petit peu moins absurde?» Alors tout ça faisant, il y a de ça maintenant une année, j'ai créé mon organisation durable et mon organisation durable et bien, je l'ai créée pour pouvoir aider alors principalement les parents et un peu les cadres surmenés, éco-conscients quand même, bah, qui voudraient justement passer un petit peu à l'action pour accéder à des modes de vie, qui leur correspondent mieux, qui sont peut-être plus durables, plus alignés aussi avec, des valeurs, qu'ils auraient de bien-être et aussi, de planète. Alors voilà, ce que j'aime bien dire, c'est mieux pour mon bien-être, mieux pour ma planète, je décline souvent à travers, 5 thèmes. Le premier, la gestion du temps. Heu, vous dites le lien avec la durabilité, c'est quoi? Bah, c'est simplement que le temps, pour le coup, on en a tous, exactement la même quantité, chaque jour. C'est très bien réparti et on a quand même si parfois on a l'impression que c'est pas le cas, mais on a quand même le choix de savoir ce qu'on veut en faire bah, parfois on oublie un peu trop qu'on a quand même ce choix, qu'on peut prioriser c'est vrai que dans le flot du quotidien, c'est effectivement difficile, mais ça peut valoir le coup de se reposer la question, quand on veut un petit peu, peut-être, revoir des choses dans son quotidien. Le deuxième thème que je travaille, c'est, l'organisation, de la maison, du lieu de vie, hein. C'est, bah, la maison, on y est tous les jours, c'est là qu'on habite, donc c'est là qu'on est et du coup, si on veut avoir un quotidien un petit peu, cohérent avec soi-même, ça peut être également intéressant de se poser des questions sur comment j'organise, comment je vis là où je vis. Troisième sujet très important, bien sûr, bah, la consommation, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on vit dans une société de consommation, voire même de surconsommation, qui n'est a priori bon ni pour, notre mental, ni pour notre argent, ni pour la planète. Donc se reposer les questions de sa consommation, bah, ça fait pas de mal. Ça fait même souvent beaucoup de bien. Un quatrième sujet qui va être l'alimentation, évidemment, puisque l'alimentation, bah, on est bien obligé de se nourrir, plusieurs fois par jour. C'est la base de notre santé et puis, ça peut ou pas prendre beaucoup de temps, coûter de l'argent, voilà. Donc entre la charge mentale, le temps que ça peut prendre, les bénéfices, ou les conséquences néfastes sur la santé, l'alimentation est quand même un sujet, bon, que j'affectionne beaucoup, mais qui est très, crucial. Mais qui n'est pas le sujet du jour et le sujet du jour, c'est la relation aux médias. Parce que, bah, évidemment, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de nos façons de faire et de penser qui, en fait, nous proviennent des médias et ces médias, ils sont hyper présents dans notre vie. Ils peuvent nous apporter plein de choses, on peut trouver plein d'infos, mais ils viennent aussi souvent nous déranger, nous faire des choses qu'on n'aurait pas forcément faites par défaut et donc ils ont un impact hyper important dans notre vie quotidienne et évidemment aussi professionnelle. Et puis, donc ce sujet, moi je le trouve particulièrement important pour repenser sa vie à soi-même, mais évidemment aussi, au travail, ça peut être important et ça, j'ai la chance d'avoir Hubert qui m'accompagne aujourd'hui parce que lui, il a étudié le sujet en profondeur et je le laisse présenter.
Merci beaucoup Marina pour cette présentation et cette passe. En effet, c'est mon sujet, mon domaine d'expertise. Alors pour me présenter à mon tour, double cursus, école de commerce, école d'ingénieur, l'Institut national des télécommunications. C'était l'école d'ingénieurs qui formait les ingénieurs de France Télécom. Et donc j'adore les nouvelles technologies, j'adore le commerce. Et donc naturellement, pendant quasiment une décennie, j'ai vendu des solutions dans le monde de la cybersécurité, dans le monde du cloud. Sauf que pendant le Covid, comme beaucoup de monde, on a passé des heures et des heures derrière les écrans. Sauf que moi, j'ai vraiment perdu le contrôle de ma vie digitale au point d'en faire un burn-out, c'est-à-dire un arrêt de travail pendant quasiment 6 mois, incapable de toucher aux écrans. Et là, j'ai pris conscience que l'origine du problème venait de ma relation aux écrans. Donc ça m'a tellement impacté que j'ai voulu comprendre en fait comment les écrans impactaient notre cerveau, comment les écrans impactent les différentes sphères de notre vie. Et donc à force de publier, ça m'a permis d'être interviewé par le Figaro, de pouvoir, alors je t'invite à revenir peut-être sur le slide précédent, Marina, mais Pardon. de pouvoir être interviewé par le Figaro, comme je le disais, de pouvoir créer une formation. Donc depuis un an, j'aide des particuliers, des gens comme vous et moi, à avoir une relation plus saine avec les écrans. Et puis maintenant, je travaille également avec des entreprises pour aider leurs salariés à obtenir ces mêmes bénéfices. Et donc je suis papa depuis une semaine. C'est-à-dire que il y a une semaine, un petit Noé est arrivé dans la famille, et donc je suis le plus heureux des hommes, même si les nuits sont un peu courtes en ce moment. Et pour reparler de ce que je fais, comment je le fais, donc j'ai créé une structure il y a un petit peu plus de 2 ans qui s'appelle Deep Focus. Et comme je vous disais, c'est d'aider les gens à avoir une relation plus saine avec la technologie, en tout cas être capable d'en tirer le meilleur, avec 4 grands bénéfices: regagner du temps, retrouver de la concentration, euh, booster sa productivité et améliorer son bien-être. Sans plus attendre, on avait dit que le premier point, c'est de comprendre, je comprends, merci infiniment. Premier point, les conséquences néfastes. Donc, on va en voir 5. On pourrait en voir davantage, mais on va se concentrer sur les principales. Donc, la première conséquence, ça va être la perte de temps. Donc, je t'invite, Marina. Alors, d'abord, c'est vrai, repréciser un petit peu le contexte. Quelle est notre relation aux écrans? On voit que voilà, on passe plus de 60%, plus de 30%, excusez-moi, plus de 30% de notre temps de travail à échanger des emails, hein, selon McKinsey. Donc une part conséquente. Beaucoup d'informations dans notre vie professionnelle, personnelle, et quasiment un Français sur deux estime que ce sont en tout cas touché par une surcharge informationnelle, ce qui vient affecter notre bien-être mental, parce que ça génère évidemment en tout cas du stress, un stress latent. Euh, Quasiment Français sur deux, hein, 41% des Français viennent consulter leur portable pendant la nuit, et pas simplement pour regarder l'heure, mais vraiment parce que une petite insomnie, parce que on a envie de faire un petit tour sur Insta, sur LinkedIn, ou regarder ses SMS, que sais-je. Le fait qu'on consulte voilà, nos téléphones souvent de façon automatique, quasiment une centaine de fois par jour. Et le dernier chiffre qui vient démontrer l'ancrage très fort, ou vraiment la digitalisation de nos vies, c'est que souvent les gens disent qu'on passe trop de temps devant les écrans, en tout cas au travail. Mais la réalité, c'est qu'une fois qu'on a fini notre journée de travail, on passe 60% de notre temps libre devant un écran, et seulement 17% sur des activités euh, dites monde réel, c'est-à-dire du shopping, du sport, des activités culturelles. Donc 60% du temps libre devant un écran. Voilà, ça permet de poser le contexte et voir qu'il y a une évolution forte sur ces dernières années. Alors, le premier point, ça va être la perte de temps. Pour comprendre pourquoi on est nombreux à perdre du temps, en tout cas sans plaindre de passer trop de temps sur les écrans,
il faut comprendre ce qui se passe. Je suppose que vous avez déjà entendu parler du business model de l'économie de l'attention. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est lorsque les revenus d'une entreprise ne reposent plus majoritairement sur la vente de ses produits, mais sur l'attention qu'elle revend à des publicitaires, à d'autres personnes. C'est ce que disait Patrice Lelay il y a quelques années, président de TF1 à l'époque. Ce que fait TF1, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec les smartphones et donc, ou même les écrans d'ordinateur, lorsqu'on utilise les outils numériques du quotidien, à savoir YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, ou que sais-je. En fait, plus on va passer de temps sur ces outils, plus ils vont avoir de minutes d'attention qu'ils vont pouvoir revendre ensuite à d'autres personnes. Et donc, pour qu'on puisse passer du temps, et bah, l'enjeu numéro un, c'est de capter notre attention. Et donc capter l'attention, c'est un enjeu tellement fondamental que Stanford, une des universités les mieux classées aux États-Unis, a inventé une discipline qui s'appelle la captologie, dont j'ai donné la définition, vous voyez sur le slide, qui est, je cite, l'étude des technologies numériques comme outil de manipulation et de changement des comportements. Et on comprend très bien dès lors que si l'on passe un peu trop de temps sur les écrans, c'est pas simplement par paresse intellectuelle ou par une certaine faiblesse, mais vraiment parce que c'est un enjeu fort que les outils sont designés pour nous faire passer du temps. Et voilà, comme on le voit, on passe en moyenne, en tout cas un Français passe un peu plus de 7h30 par jour sur les écrans. Deuxième sujet, la concentration. Euh, alors, je vais vous parler d'un professeur qui s'appelle Clifford Nass, qui vient de la même université de Stanford, et lui qui est un spécialiste des interactions entre l'homme et la machine. Et ce qu'il voulait comprendre, c'est comprendre l'impact du multitâche informationnel sur notre capacité de concentration. Alors, quand je parle de multitâche informationnel, je ne parle pas du multitâche classique qui consiste à cuisiner, donc faire quelque chose de ses mains et peut-être écouter de la radio. Quand je parle de multitâche informationnelle, je parle vraiment de tâches qui sont en concurrence cognitive, c'est-à-dire répondre à un SMS, puis répondre à un email, ou écouter, je sais pas, écouter une émission ou un podcast tout en répondant à un SMS. Donc, ce qu'a fait ce professeur, Clifford Nass, il a rassemblé des personnes qui étaient vraiment habituées au multitâche, qui savaient très bien faire du multitâche, et d'autres qui étaient de l'ancienne école, qui faisaient une tâche à la fois. Et il leur a donné, durant l'expérience, une tâche assez simple à faire. Et ensuite, il a scanné leur cerveau, donc, pendant qu'ils réalisaient cette tâche assez simple, d'une quinzaine de minutes. Et donc, sur le slide en haut à gauche, vous voyez un cerveau. Et donc, la petite tache blanche, c'est la partie du cerveau qui était mobilisée par ceux qui faisaient une tâche à la fois, en tout cas ceux qui étaient habitués aux monotâches. Et la grande tache jaune que vous voyez, c'est la partie du cerveau qui était mobilisée par ceux qui étaient plutôt familiers du multitâche. Et ce qu'on voit, et c'est assez clair, c'est que la partie du cerveau mobilisée par ceux qui font toujours du multitâche informationnel dépasse très, 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 très largement ceux qui sont habitués au monotâche. C'est plus de 15 fois, 20 fois la taille. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que le cerveau, en faisant très souvent, très régulièrement du multitâche informationnel, le cerveau évolue pour allouer une part de ses ressources à papillonner pour scanner l'environnement et assouvir un besoin d'information, un besoin de stimuli beaucoup, beaucoup plus important. La conséquence directe du multitâche, c'est que ça vient affecter la capacité de concentration. Et que en étant constamment plongé dans des activités multitâches, bah, ça vient affecter la capacité de concentration. Depuis 20 ans, nous avons perdu, en tout cas l'être humain a quasiment perdu, en tout cas plus de 35% de sa capacité de concentration, ce qui est phénoménal en tout cas en moins de 2 décennies. Troisième sujet,
qui nous rassemble et qui nous touche tous, le sujet de la productivité, notamment dans le cadre professionnel. Euh, une expérience qui a été réalisée il y a quelques années, près de 1000 personnes, et on leur a demandé de réaliser un petit test cognitif pour évaluer des performances. Et on a divisé ce millier de personnes en 3 groupes. Le premier groupe, on leur a demandé de retourner le téléphone et de le mettre en mode avion, et donc de compléter le test avec le téléphone sur le bureau. Le deuxième groupe, le deuxième tiers, on leur a demandé, pour réaliser ce test, euh, de mettre le téléphone en mode avion, mais cette fois de le mettre au fond du sac, comme ça il n'était pas dérangé, en tout cas visuellement. Et pour le dernier tiers, on a demandé à ce dernier tiers de mettre le téléphone en mode avion et de le mettre dans la pièce à côté, et ensuite de revenir avant de débuter le test. Et quelles ont été les conclusions de cette expérience? Bah, c'est que les résultats, les performances à ce test ont augmenté de 10% entre la première et la deuxième situation, c'est-à-dire entre le fait d'avoir son téléphone sur le bureau même éteint et le fait de le ranger, les résultats étaient 10% supérieurs. Ça, on s'y attendait, mais ce qui était vraiment le plus étonnant et ce qui a déstabilisé, entre guillemets, les scientifiques, c'est qu'entre la deuxième et la troisième situation, les résultats ont encore augmenté de 10%. C'est-à-dire entre le fait de mettre son téléphone en mode avion, rangé dans le sac, et le fait de le mettre dans une pièce à côté, eh ben, ça a un impact. En fait, les chercheurs ont découvert, et j'aimerais vraiment qu'on puisse retenir ce point parce qu'il est fondamental, c'est que ce ne sont pas simplement les notifications, les appels, en tout cas des bruits explicites qui viennent perturber l'utilisateur et qui viennent affecter sa capacité de concentration et de productivité. C'est le fait que le cerveau, inconsciemment, doive lutter contre l'envie de se saisir de l'objet, de l'outil. Et ça, cet effort inconscient affecte nos capacités cognitives. Et donc, plus le smartphone euh, ou le site internet ou peu importe est accessible, plus la capacité cognitive va diminuer. Donc, c'est pour ça que, on le verra un petit peu plus tard, mais si on souhaite être performant, en tout cas sur certains créneaux bien spécifiques, il peut être intéressant de mettre son téléphone dans une autre pièce, de couper toutes ces sollicitations, ces distractions pour être totalement focus et donc performant. Euh, et puis le sommeil, je vais laisser la parole à Marina. Oui, merci, merci beaucoup, Hubert. Donc, on a vu trois conséquences néfastes avec qui ont été prouvées hein, par des expériences assez intéressantes. Et puis, on a choisi aussi de vous mentionner le sommeil. Hein, vous le savez certainement que les écrans peuvent avoir un impact sur le sommeil. Alors, pour comprendre un petit peu comment, normalement le soir, le soleil se couche, le soleil avec sa lumière un petit peu rouge, rose, et puis ça, le corps sait l'interpréter et va se mettre à produire de la mélatonine, donc un neurotransmetteur qui lui-même, ce neurotransmetteur, va dire au corps, voilà, prépare-toi, ça va être l'heure de dormir et il va falloir mettre voilà, le corps en mode repos. Donc, si tout se passe bien, eh bien, le soleil se couche, s'est couché, il fait nuit, la luminosité a baissé et on va réussir, sauf autre problème, à s'endormir dans les heures qui vont suivre. Qu'est-ce qui se passe avec les écrans? Bah, les écrans, ils ont une lumière qu'on appelle alors bleue, en fait, qui est plus blanche, mais du coup plus bleue que la lumière du soir. Et ce qui fait et cette lumière, donc qui n'a pas le même spectre, va en fait, diminuer, en tout cas, stopper, partiellement la production de la mélatonine et par conséquent, bah, le message ne va plus être transmis, ça va être l'heure de dormir. Donc évidemment, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué parce que moins on va produire de mélatonine, bah, moins le corps va avoir la sensation de fatigue et puis, si on couple ça à la captologie dont vous parlait Hubert tout à l'heure, quand plus on est devant un écran, donc déjà physiquement, la lumière plus bleue
va physiologiquement déranger cette production de mélatonine. Mais puisqu'en plus, tout est fait pour nous garder devant l'écran, bah, évidemment, les 2 combinés, ça peut nous emmener, assez loin et repousser, toujours et encore l'heure du sommeil, bon, qui va finir par venir si on est épuisé, mais en tout cas, clairement va, le repousser au-delà de ce qui aurait été fait dans des conditions, plus, naturelles, disons. Et là-dessus, il y a aussi des chiffres très intéressants, à savoir que la durée des nuits dont les adultes est régulièrement, calculée, donc on parle bien de moyenne, mais qui ont quand même du coup, qui veulent quand même dire quelque chose. À la fin des années 60, là, un peu l'avènement bah, des écrans pour tout le monde, hein, donc il y a 70, la télé pour commencer. Mais bref, donc fin des années 60, la durée moyenne de la nuit d'un adulte était d'environ 8h15. Une durée qui paraît, honnête. Donc les mêmes calculs, les mêmes études ont été faites, en 2019, donc à peu près 50 ans après. Eh bien, cette durée moyenne, hein, ça reste une moyenne, n'est plus que de 6h45, 42, je crois, peu importe. En tout cas, on voit que sur ces 50 ans, il y a une diminution moyenne d'1h30 de sommeil. Donc ce qui n'est évidemment pas sans conséquence. Bon, ceux qui ont des enfants savent que, des enfants fatigués, c'est pas drôle, c'est énervé, c'est excité et en même temps ça veut pas dormir. En fait, là, c'est bien évidemment la même chose pour nous. On va évidemment être moins performant, moins disponible, plus, facilement irritable. Bon, vous connaissez, les conséquences d'un mauvais sommeil sur, la vie, quotidienne. Et donc on peut l'expliquer, enfin, cette diminution est clairement quand même due à ces écrans pour les raisons qu'on a pu donner. Dernière, conséquence, qu'on a choisie, hein, il y en aurait d'autres, mais on va quand même s'arrêter là. Les qualités de la relation. Alors là, en fait, vous connaissez ça, c'est-à-dire, vous êtes avec quelqu'un et en fait, il ré ou vous-même d'ailleurs et vous répondez finalement au message parce que, ah oui, vous pensez à quelque chose ou, bon, bah, dans une soirée, au début, vous discutez, puis c'est un petit peu moins intéressant et là, bah, voilà, on sort virtuellement, on s'évade virtuellement en sortant son téléphone et en commençant à aller regarder autre chose. Maintenant, on a avec le téléphone, on a ça dans notre poche, on peut s'évader virtuellement. Heu le Conseil des ministres même, à un moment, c'était en 2014, je crois que oui, c'est ça, et bien, ils ont demandé, aux ministres de poser leur, téléphone dans les casiers pour pouvoir avoir un Conseil des ministres où les personnes aient enfin, où leur attention était portée sur ce qui se passait et pas ailleurs, comme on l'a vu avec ce que nous a dit Hubert tout à l'heure, le fait aussi de poser ne serait-ce que l'objet ailleurs est très important. D'ailleurs, il y a une expérience qui a été faite, c'est aussi de mettre des personnes qui ne se connaissent pas dans une même salle avec un téléphone ou pas, ou un autre écran, mais et le téléphone à nouveau éteint. Mais rien que le fait que le téléphone soit là, soit présent, même éteint, et ben, il a été constaté que les personnes, allaient beaucoup moins rentrer en contact, allaient, moins, voilà, moins approfondir la relation, allaient moins bien faire connaissance, avec un téléphone même éteint au milieu de la salle. C'est ce que vous a expliqué Hubert tout à l'heure. Le cerveau maintenant reconnaît cet objet comme potentiellement, voilà, permettant de faire autre chose, et va finalement, porter son attention sur l'objet au lieu de le porter sur le reste de l'environnement. Sur la slide, on voit le phubbing. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est la contraction de phone et snobbing, donc on pourrait le traduire en français par, télésnober. Et c'est exactement ce qu'on disait au début, c'est-à-dire le fait bah, en fait, de ne pas être attentif à l'autre parce qu'on a son téléphone, on est en train de faire quelque chose d'autre. Et bah, à nouveau, des études quand même ont été faites et ce phénomène, eh bien, affecte 25 des couples. Dans le sens où, si on parle avec son conjoint, mais que la connexion, la communication n'est pas bonne parce que l'autre, ou chacun a son téléphone, on ne peut pas avoir une communication, très très profonde et évidemment, on sait que la communication est primordiale, au sein des couples, donc c'est quelque chose qui a été étudié et qui, peut vraiment causer des problèmes au niveau, des, relations de couple et donc pas que, mais entre autres. Bon, alors maintenant qu'on a fait ce constat, on va essayer de voir quand même, ce qu'on peut faire parce qu'on n'est pas complètement démunis. Rien que le fait de savoir un petit peu
ce qui se cache derrière, ça peut aider à prendre, des décisions, à faire des choses qui vont, nous permettre de peut-être de sortir un petit peu la tête de l'eau, enfin, même si on n'en est pas là, d'améliorer cette relation pour continuer à avoir le temps qu'on souhaiterait avoir la concentration qu'on souhaiterait avoir. Alors, conseil numéro un, conseil, de bonne ménagère, faire le ménage. Ça peut paraître, simple et ça l'est, mais parfois on ne prend pas le temps de le faire. Donc dans faire le ménage, on va inclure se désabonner. Se désabonner, c'est les newsletters. Vous savez, on s'abonne, on achète un truc, paf, on est abonné et puis on en reçoit et puis on en reçoit et puis on en reçoit. Si ça vous intéresse plus, désabonnez-vous. Il y a toujours un petit bouton. Parfois, on prend pas le temps de le faire, mais faites-le parce que à chaque fois que vous cliquez sur supprimer pour un mail que vous n'avez pas envie de recevoir, c'est déjà du temps perdu, de la concentration perdue s'il est venu en plus vous déranger avec une notification. Donc, pensez à ça et n'hésitez pas à le faire en batterie, à vous désabonner de tout ce dont que vous ne voulez plus recevoir, que vous soyez abonné consciemment ou malheureusement parfois inconsciemment. 2e chose que vous pouvez faire également, c'est OK, vous voulez pas il y a certaines choses que vous voulez peut-être garder dans ces newsletters ou autres, bah, c'est de filtrer. C'est-à-dire, l'idée, ça va être toujours de se dire: «Je veux avoir accès à l'information, mais c'est quand moi je l'ai décidé et je veux pas me faire imposer d'avoir une information à un moment, même si elle est intéressante, à un moment où je l'ai pas demandé». Donc si vous filtrez, c'est-à-dire, faire des règles dans vos emails, vous pouvez dire la newsletter, truc, elle va directement, sans action de votre part, aller dans un dossier que vous aurez choisi. Et ça, les avantages, c'est qu'effectivement, d'une part, ça va désencombrer votre boîte à lettres principale, vous n'aurez plus de notification de ces choses-là. Vous pourrez quand même aller les consulter, mais quand vous-même l'avez décidé. Et dernière chose, bah, désinstaller et supprimer. Désinstaller, ça va être plutôt pour les applis, hein, on a tendance à en avoir beaucoup, on en installe une par hasard ou pour essayer, elle ne nous plaît plus. Désinstallons, faisons le ménage. Pourquoi aussi? Parce que, les applis ont tendance à envoyer, parfois des notifications, pour des choses qu'on n'a pas spécialement, demandées. Elles en envoient beaucoup plus que, par exemple, le site mobile qui peut faire tout à fait l'affaire, qui n'aura pas les notifications et qu'on peut aller consulter quand, à nouveau, quand on l'a décidé et qui va pas venir se rappeler à nous à un moment, qui n'était pas opportun pour nous. Et supprimer, bah, c'est les emails, hein, les emails inutiles, pareil dans l'idée d'y voir plus clair et de pas se faire envahir et on peut relier ça au filtre. Il est possible d'ajouter, moi c'est ce que je fais et je l'ai fait avec beaucoup de personnes, c'est d'ajouter un f dans les règles, j'envoie ma newsletter ou je ne sais pas quoi dans un dossier et je demande à ce que ce soit supprimé automatiquement au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois. Après c'est vous qui choisissez parce que de toute façon, est-ce qu'au bout d'un mois, 2 mois, 6 mois, vous n'irez probablement jamais lire la newsletter et de toute façon, elle sera un peu obsolète, elle ne vous apportera rien. Donc ça vous fera gagner beaucoup de temps et de concentration également par rapport à ces fameuses notifications. Un deuxième conseil pour lequel on était complètement d'accord, Hubert et moi, qui est, peut-être le plus simple mais et qui a un pouvoir assez formidable, c'est simplement d'aller marcher. Et oui, parce que, bah, les écrans, on travaille dessus, on passe du temps libre dessus, comme on a pu le voir et puis ça nous laisse assez immobiles. Donc rien que le fait déjà de se lever, de se mettre en mouvement, c'est très bénéfique pour notre corps. En plus, si on va dehors, et encore plus idéalement dans la nature, mais déjà avec le fait d'être dehors, notre vue voit plus loin, on entend des sons. Si on marche un peu vite, on a la respiration qui diffère, la circulation sanguine. Tout ça, c'est vraiment que du positif et c'est des choses, dont on se rend des fois plus compte quand on est derrière les écrans tellement on est captivé. On se rend plus compte qu'on est mal assis, qu'on a besoin de bouger, alors que d'autres activités pourtant sédentaires, bah, au bout d'un moment, on se rend compte que c'est pas bien et on va bouger et malheureusement les écrans, bah, ont un petit peu ce pouvoir qui fait que, on sent même plus notre corps. Donc sortir et marcher, c'est vraiment ultra positif. En plus de ça, le cerveau, va pouvoir ainsi activer, bah, d'autres choses, d'autres parties, des parties plus créatives, d'imagination, qui sont un petit peu, mises de côté quand on est, devant son ordinateur ou son téléphone et tout ça, ça va être très positif, quelle que soit la durée de la marche. Ça va, faire vraiment la bouffée d'oxygène et bien souvent quand on revient, on se sent beaucoup mieux. On peut avoir même résolu quelque chose qui nous paraissait insoluble avant d'être parti, avoir, plein de nouvelles bonnes idées.
Donc moi, voilà, c'est quelque chose que j'essaye de faire. Des fois, comme tout le monde, j'en ai pas spécialement envie, mais bon, il pleut, il fait moche, on des lapins, il faut que j'aille apporter un truc aux lapins, ou aller chercher les enfants, bah, voilà, on le fait et puis en revenant, on se dit quand même: «Ça fait vraiment du bien». Exactement. Je rebondis juste sur le point de Marina parce que c'est un point qui m'a vraiment qui a changé mes habitudes. Moi, je vivais à Paris, j'avais horreur de marcher. Pour moi, c'était une perte du temps. Donc voilà. Et en lisant justement quelques expériences scientifiques très bien documentées sur le sujet, j'ai découvert que la marche vraiment favorisait, boostait la créativité. 60%, c'est monumental. Et surtout, la marche, idéalement sans écran, également restaurait l'attention, la capacité de concentration. Donc moi qui n'aimais pas marcher, je marchais 10-15 minutes par jour. Maintenant, je me retrouve à marcher plus d'1 heure par jour. Et donc ce que je fais, c'est que je vais juste marcher voilà, 5 minutes dehors, mais plutôt que de prendre une pause en restant au bureau ou chez moi lorsque je suis en télétravail, eh ben, je vais descendre en bas, faire un petit aller-retour au niveau des marches, m'étirer un petit peu. Et vraiment, ça fait la différence. Si vous ne le faites pas, je vous invite à faire cette action toute simple et à la répéter sur une semaine et vous ferez le bilan par vous-même. Mais ça marche vraiment. C'est testé et approuvé. Troisième conseil, zéro écran dans la chambre. Bah, c'est ce qu'on disait hein, avec le fait qu'un quasiment un Français sur deux va regarder son téléphone pendant la nuit, ça affecte la qualité du sommeil et la quantité de sommeil. Vraiment, ce que je vous invite à faire à l'issue de ce webinaire, c'est de supprimer le téléphone de la chambre, d'acheter et de savoir où vous allez le faire charger. Donc, vous le mettez dans une pièce, dans la cuisine, peu importe, et de vous acheter un réveil matin. Vous pouvez vous acheter un petit réveil matin à 10 euros qui fera très bien le travail, ou sinon avec de la lumière pour ceux qui sont un petit peu plus sensibles ou dont le sommeil a plus de valeur. Mais vraiment, faites de la chambre un oasis de repos, de bien-être. Vraiment, voilà. On peut être sur les écrans, il y a de nombreuses choses à faire, beaucoup d'échanges sur LinkedIn, sur les emails, etc. Mais vraiment de réapprendre à avoir certains moments où il n'y a pas d'écran, où on laisse de la place à l'autre, où on laisse de la place à l'ennui, où on laisse de la place à des activités qui nous font du bien, à la lecture, etc. Et avant de vouloir le faire à tous les moments de notre journée, ce qui peut être un petit peu compliqué, il faut commencer par le plus simple, c'est-à-dire la chambre. Et vraiment essayer cette action qui est toute simple, mais dont les bénéfices sont vraiment incroyables. Et pour en discuter, si vous le souhaitez, pareil, moi, ça fait 1 an maintenant que je suis passé à plus d'écran dans la chambre et ça fait tellement du bien. Quatrième conseil, moins consulter ses emails. Alors, évidemment, ce qu'on peut faire, c'est désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé toutes les 2, 3, 5 minutes et de les consulter à certains moments de la journée. Donc voilà, hein, en fonction de son métier, qu'on soit commercial, comptable, juriste ou chef d'entreprise, on a tous un rythme différent, des tâches différentes, des obligations différentes. C'est à chacun de trouver le rythme qui lui convient. Ceci étant, si vous avez du mal à respecter les objectifs que vous êtes donnés, à savoir, je sais pas, consulter vos emails 2 fois le matin, 2 fois l'après-midi, et que vous les consultez trop souvent, je vous recommande un outil qui est gratuit, qui est génial, qui s'appelle Inbox When Ready, utilisable sur Gmail et sur Outlook. Et quelles sont les fonctionnalités? Donc, par défaut, vous n'allez pas voir votre boîte de réception. Elle sera cachée. Et c'est vous qui devez activer un petit bouton pour que vous puissiez voir vos messages. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que vous allez pouvoir définir ce nombre de consultations journalières qui vous convient.
Donc voilà, comme je vous disais, ça peut être 2 fois, une fois le matin, une fois l'après-midi, ça peut être 3 fois, ça peut être 4 fois, ça peut être 5 fois, 6 fois. Et lorsque vous allez dépasser ce quota, eh ben, vous allez avoir un petit délai d'attente. Encore une fois, vous allez paramétrer. Ça peut être 15 secondes, ça peut être 30 secondes, ça peut être 1 minute, 2 minutes. Et donc l'intérêt, c'est que vous puissiez accéder, utiliser votre boîte mail, mais qu'il y ait un peu de friction si jamais vous dépassez ce niveau, ce nombre de consultations qui devient trop important pour vous. Donc encore une fois, si c'est un sujet pour vous, n'hésitez pas, ça se met en place en moins de 5 minutes, c'est super simple, et j'ai voilà, vraiment de très très bons retours sur cet outil que je recommande à mes clients. Et dernier point, le dernier conseil, Marina, si tu peux, Oui, pardon, j'ai des soucis à faire avancer, je sais pas pourquoi. pas de souci. Voilà, c'est bon, excuse-moi. Et non, non, t'inquiète. Et dernier conseil, un bloqueur, comme je vous le disais. Il y a certaines personnes qui peuvent être tentées par, je sais pas, aller sur des sites d'actualité un peu trop souvent, sur des sites, pour moi avant c'était les sites de sport, je suis un grand fan de l'Olympique Lyonnais et j'allais très souvent consulter des articles de foot. Ça peut être pour certains LinkedIn. J'ai vu là dans le questionnaire, vous étiez un grand nombre à aller sur ce réseau social. Et donc, ce que vous pouvez faire avec des bloqueurs, et donc là, je vous parle de Freedom que j'utilise, mais vous pouvez utiliser, il y en a d'autres qui sont très bien également. Ça vous va permettre en fait de bloquer l'accès de certains contenus, donc soit des sites web, soit des applications, soit même d'ailleurs tout Internet, pour des moments spécifiques. Et ça, vous pouvez le faire sur les devices. Donc, je vous donne un ou deux exemples pour que vous puissiez bien vous projeter. Moi, par exemple, à titre personnel, je vais bloquer bah, justement les sites de foot et les sites d'actualité, parce que sinon, j'y retournais beaucoup trop souvent, de façon absolue radicale. Et puis ensuite, je vais restreindre l'accès à LinkedIn. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller sur LinkedIn de 11 heures à midi et de 13 heures à 15 heures. Et en dehors de ces horaires, je ne pourrai pas y accéder. Et donc l'intérêt, c'est d'encadrer les usages, donner un petit peu de souplesse, mais voilà, de cadrer le sujet pour éviter les gros débordements. Ça facilite vraiment, vraiment le quotidien. Ce que vous pouvez faire, par exemple, pour vous, sur les réseaux, je sais pas, LinkedIn ou d'autres sujets, vous pouvez peut-être bloquer l'accès de 22 heures à 8 heures le lendemain ou 9 heures le lendemain. Donc c'est très, très bon outil que je recommande également. Et comme tu le disais aussi, Hubert, hein, des fois la simple bonne volonté ne suffit pas, d'où les propositions d'outils, alors certes encore numériques, mais qui peuvent aider voilà, à aller un petit peu au-delà de cette bonne volonté qu'on peut avoir, mais qui n'est pas toujours suffisante. Je complète le propos de Marina. On n'a pas forcément eu le temps parce que voilà, on avait 1 heure et on veut vous donner des choses et qu'on puisse échanger. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en tout cas, il y a une notion qu'il faut comprendre, c'est que là, on dispose d'un stock de volonté limité chaque journée. Et au fil des décisions qu'on vient prendre, de l'information qu'on vient traiter, justement, ça épuise le cerveau et notre stock de volonté diminue. Et c'est pour ça que en fin de journée, dans l'après-midi et en fin de journée, c'est assez difficile de garder le contrôle. Et c'est pour ça que c'est souvent en fin de journée que les dérapages interviennent. Euh, et c'est pour ça que je préconise, voilà, de mettre en place quelques outils. Il ne faut pas les empiler, mais de mettre quelques outils qui permettent d'encadrer les usages et d'éviter les gros dérapages. Donc vraiment, les 5 conseils que vous pouvez mettre en action dès aujourd'hui, dès la fin du webinaire, c'est de faire le ménage. Vous prenez 1 heure et vous faites justement ce grand ménage, de marcher sans écran. Ça demande aucun temps, ça demande juste de se balader et de laisser le téléphone sur le bureau. Pas d'écran dans la chambre. Donc, un petit réveil matin que vous allez acheter ou que vous allez à la cave chercher le téléphone, le réveil matin qui était au fond. Moins consulter ses emails. Et si vous avez besoin de télécharger Inbox Run Ready, et puis d'utiliser des bloqueurs. Et puis, comme je vous disais, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez
plus de précision, si vous souhaitez savoir comment on le paramètre, avec grand plaisir pour y répondre et vous aider. Donc, voilà, on a terminé ce format. Euh, Est-ce que peut-être vous avez des questions, des remarques, des partages d'expériences? On est vraiment là pour, voilà, on a 20 minutes, en tout cas une grosse quinzaine de minutes, pour qu'on puisse s'enrichir mutuellement de nos expériences respectives. Alors peut-être que Alors ouais, juste rapidement, Hubert, on a une question sur les noms des bloqueurs. Alors le bloqueur que tu cites, c'est Freedom, mais effectivement, il y en a d'autres. Tu peux nous faire une petite liste de oui, bien trois? sûr. Donc Freedom, un petit outil qui coûte 3 euros et qui est utilisé par les salariés de Tesla, de Google, de Microsoft, donc des gens qui s'y connaissent en termes de productivité. Sinon, vous pouvez avoir Cold Turkey. Vous pouvez avoir également Delay Gratification. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les mettre dans le chat et de toute façon, on les mettra également dans un email qu'on vous enverra, dans lequel il y aura le replay, mais on mettra également le nom de ces outils pour que vous puissiez tester ceux que vous avez envie. Euh, Mais je vais les mettre dans Parfait. le chat, comme ça, les gens pourront tout de suite les avoir. Et puis, bah, s'il y a des questions, s'il y a des retours d'expérience, voilà, la parole est à vous. Donc, comme on disait, là, on a un petit quart d'heure. Allez-y, on vous écoute. Alors, je rebondis peut-être. Marina, il y avait une question, pardon, il y avait une question Oui, sur le chat, là. C'est Patrick oui. Viard. Donc, sur les montres connectées, Bonjour. bonjour à tous, est-ce qu'il y a des recettes, justement, pour éviter de regarder sans arrêt sa montre, notamment sur ses paramètres médicaux, j'imagine. Donc, ce qui est assez stressant. Ah oui, effectivement, j'avais zappé. Oui, sur les montres connectées. Alors moi, personnellement, les montres connectées, je j'ai pas trop étudié la chose. Hubert, toi, tu as peut-être quand même regardé ça d'un peu plus près. Ouais, quand c'est pour monitorer le sommeil, on va se dire, on va le garder, mais c'est peut-être un peu une fausse bonne idée, hein. Parce que... Encore une fois, la ligne directrice que je défends, c'est qu'il n'y a pas d'usage idéal dans l'absolu. En fait, cet usage idéal dépend de chacun, parce qu'en fait, il va dépendre de son profil, de son métier, de ses enjeux du moment, de son style de vie, est-ce qu'on est célibataire, est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on n'a pas d'enfant. Et tous ces éléments mis ensemble font qu'on a une relation particulière avec la technologie et qu'on a une relation singulière qui permet d'en tirer le meilleur en termes de productivité, de concentration, de bien-être. Donc, moi, ce que je dis toujours, c'est est-ce que l'usage que tu en as à l'heure actuelle te permet d'en tirer le meilleur? Très souvent, non, il y a des points de friction et on vient travailler ces points de friction pour aider la personne à regagner du temps, de la concentration, de la productivité, du bien-être, de la créativité, etc., etc. Pour répondre directement à la question de la montre connectée, certains disent c'est génial, j'ai pas besoin de sortir mon portable, je gagne du temps. Moi, je trouve que justement, on est constamment euh, dérangé, stimulé par ces notifications qu'on a au bout du poignet, qu'on peut même plus ranger au fond de la poche. Et du coup, la fusion, je dirais, entre l'outil et l'homme est encore plus prononcée. Euh, donc, lorsque je mets dans la balance les avantages qu'il y a sur le monitoring du sommeil et les inconvénients que ça peut avoir en termes de distraction et donc sur la capacité de concentration, de productivité, voire charge mentale. Moi, à titre personnel, je ne la mettrai pas, mais ça dépend de chacun. Après, peut-être le compromis qu'il peut y avoir, c'est de l'utiliser simplement pour le soir, pour monitorer et suivre. Après, ça fait peut-être un peu cher la montre, mais libre à chacun de placer le curseur là où il le souhaite. Euh, Ouais. quelques Allô, questions, oui. là, je rebondis également. Je vois que sur la plupart des smartphones, il y a désormais des modes sans distraction et un mode bien-être numérique. Tout à fait. Je rebondis sur ça parce que ça peut être quelque chose de très intéressant. On a tous
le mode avion. Donc, le mode avion, c'est on active ce mode et il n'y a plus aucune distraction possible puisque toutes les communications sont coupées. Il y a un format, ou plutôt un mode qui s'appelle concentration, que vous retrouvez tous sur votre téléphone, en fait, qui vient bloquer les appels, les messages, sauf pour les personnes que vous avez définies et parfois même pour des applications que vous avez définies. Je vous donne un cas d'usage, ce qui permettra encore une fois de se projeter. Euh, Vous voulez être concentré sur votre dossier que vous devez rendre. Donc cet après-midi, voilà, de 14h à 16h, vous devez être totalement focus, mais vous devez rester joignable pour vos enfants et donc pour l'école et peut-être pour vos parents dont vous avez la charge. Et ce que vous allez faire, c'est que pour l'école et peut-être pour l'EHPAD ou pour le numéro de vos parents, vous allez les renseigner et donc eux pourront toujours vous joindre. Donc c'est un très bon compromis entre le mode avion où vous n'êtes plus joignable et le fait de rester disponible pour certaines personnes importantes pour vous. Donc vraiment le mode concentration, on pourra également envoyer quelques informations, c'est quelqu'un que c'est un format qui est super. Effectivement, ouais, ça c'est. Quand on cherche dans les téléphones, il y a plein de choses qui sont possibles pour les utiliser à meilleur escient, mais évidemment, c'est généralement pas les réglages par défaut. Donc, il faut aller chercher toutes ces petites choses qui permettent de les utiliser à nouveau comme on souhaite les utiliser et non pas comme ils veulent enfin, nous imposeraient de les utiliser. Et juste le petite mention de dire il y a le mode concentration, il y a le mode aussi, par exemple. Comment ça s'appelle, pour le soir, là où la lumière est moins bleue, justement, un peu plus rouge. Donc tout ça, bah voilà, c'est des choses qui sont très bien. Mais n'oublions pas aussi l'aspect, comme on le disait avec les expériences qu'on a pu décrire, hein, rien que l'objet téléphone, qui s'est même complètement éteint, peut nous amener à être moins concentrés, moins présents avec les personnes qui sont autour de nous, etc., etc. Donc voilà, ne pas hésiter à utiliser ces fonctionnalités, puisqu'elles existent. Confort visuel, voilà, merci, effectivement. Mais être conscient aussi que l'objet en lui-même, aujourd'hui, il a pris un tel sens que notre cerveau, rien qu'en le voyant, même éteint, même en mode avion, concentration, tout ce que vous voulez, peut ne pas fonctionner tout à fait comme si on l'avait pas sous le nez. Je vois également un commentaire de Victoria qui dit qu'elle va justement sauter le pas pour utiliser une petite boîte à portable installée dans l'entrée depuis quelques semaines. Et ben, c'est très bien. Je l'utilise également à titre personnel et j'ai été hier dans un coaching avec quelqu'un justement qui avait du mal à être pleinement présent avec ses enfants voilà, lorsqu'elle rentrait du travail entre 19h et 20h. Bah, parce que justement, voilà, on est fatigué, on a besoin de décompresser, il y a son enfant, il joue, puis on va sortir le portable dès qu'on va voir 15 secondes, 30 secondes devant nous. Euh, et c'est compliqué justement lorsqu'on a le téléphone portable avec nous d'y résister, en tout cas de résister à l'envie de le sortir. Donc vraiment, si vous voulez passer un temps de qualité, si vous voulez être pleinement présent avec votre famille, vos amis, ceux qui vous entourent, n'hésitez pas à laisser le portable à l'entrée, dans une pièce. En tout cas, il faut que ce soit simple, clair, que vous n'ayez pas à vous poser de questions. Et encore une fois, testez et vous verrez et vous ferez le bilan au bout d'une semaine et vous verrez si vous souhaitez conserver cette habitude. Mais quasiment toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger qui l'ont testé l'ont conservé parce que la capacité à être présent, à savourer ce moment et puis juste un petit peu comme le mode avion, à relâcher, relâcher la pression. Ça fait énormément de bien, on passe des temps de meilleure qualité. Et pour déborder un petit peu sur le sujet, moi, c'est même quelque chose que je fais lorsque je vais chez des amis ou lorsque je suis au restaurant. C'est vraiment portable mode avion et je le mets au fond du sac parce que je veux être pleinement présent avec la personne qui est en face de moi pendant une demi-heure, pendant une heure. Euh, on passe de plus en plus de temps derrière les écrans, on passe un peu moins de temps à se voir en réel. Donc, lorsqu'on a la chance de pouvoir être en face de quelqu'un, de passer un moment de qualité, en tout cas quelqu'un qu'on apprécie normalement, eh ben, n'hésitez pas à mettre voilà, le portable au fond du sac, mode avion.
si vous le pouvez. Sinon, activez le mode concentration. Voilà. Ouais. Alors, on a aussi des remarques sur le F-Lux, là, pour le filtre à lumière Oui. bleue sur les écrans d'ordinateur aussi, hein. Donc, oui, ça existe très facilement accessible sur les écrans de téléphone portable, mais donc aussi pour les écrans d'ordinateur. Le noir et blanc, ouais, quelqu'un qui disait Game Changer, Alexis. Alors, effectivement, moi, c'est encore quelque chose que j'utilise. Normalement, j'utilise pas mon téléphone le soir, mais finalement, des fois quand même. Mais à 21 h, il passe en noir et blanc. Bon, bah voilà, déjà, quand je l'ouvre et qu'il est en noir et blanc, ou quand je suis dessus et il passe en noir et blanc, déjà, ça me donne aussi une info. Puis bon, bah voilà, c'est un petit peu moins agréable. On a moins envie d'y rester. Donc, oui, tout ça. En fait, il faut aussi trouver comme pour tout, quand on veut un peu changer des habitudes qu'on a au quotidien, c'est aussi trouver les actions, les choses qui vont nous parler et qui vont fonctionner pour nous-mêmes, hein. Donc, tout ne va pas forcément fonctionner pour tout le monde, mais il faut tester voilà, toutes ces petites idées, commencer aussi petit pas par petit pas, des fois tout changer d'un coup. Enfin, il y en a qui préfèrent, mais pour d'autres, c'est trop compliqué. Bref, il faut trouver ce qui nous convient. Ouais, les ados, oui, bah alors oui, les ados, bah c'est un vrai sujet. Alors eux, ils découvrent ça, enfin ils découvrent. Ils ont commencé un peu plus que nous à vivre avec. Alors, quand ils sont encore pré-ados, bah, les contrôles parentaux, bien évidemment, hein, moi, je sais que bah, on l'utilise. Mon grand, sur ses 13 ans, il commence à être en plein dedans. Mais bon, voilà, il a X temps de téléphone à lui d'utiliser. Et quand il a plus de temps pour appeler ses copains, bah, parce qu'il a trop joué ou je ne sais quoi, c'est tant pis pour lui. Ça nous permet de savoir aussi sur quoi il va. Donc, ça peut être compliqué à mettre en place, mais je pense que c'est hyper important en tant que parent d'apprendre justement à nos enfants à gérer tout ça et même si probablement plus tard ils se rendront compte que ils sont allés trop dedans, les aider à ne pas tomber dans une addiction profonde, ça ne peut pas faire de mal. Et puis même pour notre relation avec eux-mêmes, hein, comme on a dit, si on veut pouvoir échanger avec un ado, ce qui est déjà pas simple quand il n'y a pas d'écran, ça peut ne l'être que plus compliqué avec un écran interposé ou pas, ou en tout cas un écran présent. Donc, ayons en tête ces idées de si je veux vraiment communiquer déjà, bah, c'est pas avec le téléphone, quoi. Clairement, Mm. sinon, on se met déjà des bateaux dans les roues avant de commencer. On va prendre encore voilà, deux, trois questions pour pouvoir respecter le timing. Et puis après, pour ceux qui voudront rester, on restera quelques minutes avec grand plaisir. Je vois un point qui est revenu quelques reprises, le mode noir et blanc. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une Mm. excellente remarque. Euh, sur vos téléphones, vous pouvez également activer le mode noir et blanc. Ça fonctionne bien. Des études ont démontré qu'en moyenne, ça réduit le temps passé sur les écrans de un petit peu plus de 30%. Donc, lorsque on passe en moyenne 3h30 sur notre téléphone portable, bah, ça fait gagner 1 heure, ce qui est pas mal. Et donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous l'activez de façon totale, donc votre écran passe en noir et blanc, hein, quel que soit le moment de la journée. Soit vous pouvez l'activer à un certain moment. Moi, ce que je fais parfois, c'est qu'on a son téléphone de façon classique, et puis passer 18 h, passer 19 h la fin de journée, il passe en noir et blanc, et du coup, il devient moins attractif, ce qui permet voilà, d'avoir un bon compromis. Mais encore une fois, tout dépend de chacun, de sa sensibilité, de ses enjeux, de ses objectifs. Moi, je dis toujours que le plus important, au-delà du temps passé, c'est pas forcément le temps passé, c'est la perte de contrôle. Est-ce que vous savez pourquoi vous y allez, quelle est la valeur que vous en tirez, est-ce que vous êtes aligné avec votre relation aux écrans? Et donc, il n'y a que vous qui pouvez y répondre parce que ça dépend d'un nombre de paramètres qui vous sont particuliers. Ouais, complètement, hein. C'est ce qu'on disait un petit peu à un moment de la présentation. Euh, Ces écrans et Internet nous permettent d'avoir accès à des choses absolument formidables. La question, c'est de savoir comment on garde le contrôle, à savoir que nous, on a besoin d'aller chercher l'information et pas que ces informations nous soient bombardées à des moments inopportuns, trop souvent, etc., etc. Donc, tout ça, c'est vraiment de savoir comment on reprend, voilà, le contrôle. Quand on disait reprendre le contrôle, c'est vraiment ça. C'est je suis moi, je choisis quand je veux de l'information et je ne me fais pas imposer
toutes ces choses qui vont venir m'influencer, me déstabiliser d'une manière ou d'une autre, sans que j'ai rien demandé, parce que c'est pas très agréable. On se rapproche un petit peu, oui, de l'heure. Alors, bah, la dernière slide est là. N'hésitez pas à nous faire des retours. On voit qu'il y a déjà beaucoup de merci. Ça nous fait extrêmement plaisir. Vous pouvez nous contacter. On vous a mis nos emails, des petites pages web si vous voulez aller faire un tour sur ce qu'on propose par ailleurs. N'hésitez pas à nous contacter si ce genre d'intervention vous intéresse, hein. On est évidemment disponible pour le refaire, que ce soit avec Issa Alumni qu'on remercie ou pour d'autres d'autres entreprises ou collectivités. Euh, Encore un petit mot, oui, 2 livres Deep Work, Minimaliste Digital, oui, tout à fait, des livres excellents que Hubert a bien creusé, n'est-ce pas? Et exactement, hein, parce que je ne l'ai pas présenté, mais cette prise de conscience s'est faite avec le livre Deep Work, où justement Cal Newport explique parfaitement l'importance de la concentration dans le monde professionnel dans lequel nous sommes. Et il explique même comment le bonheur est une voie d'accès au bonheur. Il explique neuronalement, psychologiquement, même philosophiquement. Si vous voulez lire et justement reprendre un peu ce goût de la lecture, je vous recommande Deep Work, un livre fascinant qui permettra de creuser ce sujet de la concentration.